Il est 8h43 minutes. Nous allons quasiment sans transition entamer cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Une revue de la presse israélienne qui est à nouveau consacrée en partie à cet attentat qui s'est produit vendredi à la porte de Damas à Jérusalem, plus de 48 heures après cet attentat, donc qui a coûté la vie à Hadass Malka Zichronah Livracha. Les journaux israéliens nous présentent la zone à très haute tension de la porte de Damas, qui a plusieurs reprises donc a été le théâtre de nombreux attentats. Une porte de Damas qui a repris son rythme de vie, tout de même avec un déploiement massif de forces de sécurité qui tentent de prévenir un nouvel attentat de ce type, des forces de sécurité dans lesquelles on remarque en particulier ces jeunes soldats du Mishmar HaGvul, ces gardes frontières qui permettent qui prennent un tour de garde de 12 heures sur cette zone donc de la porte de Damas, où deux d'entre elles sont tombées au cours des 18 derniers mois. Il s'agit bien entendu d'Hadass Malka qui est tombée donc vendredi et d'Adar Cohen qui est tombé en février 2016. Et le Yediot Aharonot d'insister ce matin sur le fait que toutes les religions se côtoient à l'entrée de la porte de Damas, les Palestiniens bien sûr, mais également de jeunes Israéliens de la Yeshiva Tateret Kohanim du Rav Aviner, situé dans le quartier musulman voisin, et puis de nombreux touristes. Ils étaient nombreux, y compris hier, après cet attentat, à se promener donc dans cette zone à très haute tension. Binyamin Netanyahou d'ailleurs très vivement condamné la position de l'autorité palestinienne et de son chef Mahmoud Abbas après l'attentat de vendredi soir qui a coûté la vie donc à la sergent-major Hadass Malka. Dans le Israël Hayom, le Premier ministre déplore qu'Abbas se soit refusé à condamner cet attentat et choisi d'accuser Israël d'avoir assassiné 3 Palestiniens innocents. Ce sont les termes utilisés par Mahmoud Abbas. Monsieur Netanyahou a exigé des Palestiniens qu'ils cessent de verser des salaires aux terroristes. Il n'y a apparemment aucune limite à leurs mensonges, a affirmé Binyamin Netanyahou. Le Premier ministre s'est rendu hier donc au domicile de la famille Malka pour présenter ses condoléances aux parents d'Hadass. Monsieur Netanyahou a affirmé que le post écrit par Hadass après l'assassinat d'Adar Cohen en février 2016, dans un post dans lequel elle rendait hommage à sa camarade assassinée. Ce post l'avait particulièrement ému. À sa sortie, le Premier ministre a déclaré: « Nous avons rencontré une famille israélienne pleine de valeurs et d'amour pour la terre d'Israël et l'État d'Israël. Ce sont des jeunes avec des jeunes comme Hadass et avec des jeunes comme Adar Cohen que nous pouvons conserver notre État et garantir la sécurité pour nos citoyens », a déclaré le Premier ministre israélien. Le site Ynet et les journaux se penchent ce matin sur la terrible communion de destin. Une communion de destin, oui, entre les deux familles endeuillées, la famille Cohen et la famille Malka, qui toutes deux donc ont perdu une fille, Adar Cohen et Hadass Malka, combattantes dans les forces des gardes-frontières, dans les mêmes circonstances. Hadass a été tué donc en février 2016 et vendredi, Adar a été tué en février 2016 et Hadass vendredi dernier. Le site donc Ynet relate qu'hier, les parents d'Adar Cohen sont venus présenter leurs condoléances aux parents d'Hadass Malka et qu'après que les autres personnes venues leur présenter les condoléances soient parties, eh bien les deux couples sont restés à discuter très longtemps et à partager leur douleur commune. Le Haaretz explique que le volte-face du Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui après avoir entériné la semaine dernière, et nous l'avions cité, la construction de 14 000 unités de logement dans la ville palestinienne de Kalkilia, en particulier sur la zone C qui est sous contrôle israélien, Binyamin Netanyahou qui a décidé de se rétracter en affirmant qu'il ne se souvenait pas avoir fait passer un tel projet au sein du gouvernement. Le Haaretz indique que c'est la colère des habitants juifs qui est à l'origine, des habitants juifs de Judée et de Samarie qui est à l'origine de cette amnésie entre guillemets du Premier ministre. En effet, les habitants des localités juives ont décidé de faire campagne contre ce projet avec le soutien des ministres du foyer juif. Et donc concrètement, après avoir reconnu la teneur de ce projet, M. Netanyahou s'en est démarqué. Et le Haaretz, pour expliquer ce retournement, nous renvoie au Makor Rishon de vendredi dernier, dans lequel on pouvait lire sur le mécontentement de certains ministres du comportement du coordinateur de l'action du gouvernement en Judée et en Samarie, le général Yoav Mordechai, qui aurait eu, je cite, une conduite scandaleuse dans cette affaire. Ce sont les propos de Zeev Elkin. Et puis, toujours dans la presse israélienne, le Haaretz, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom nous
font partager une déclaration importante, celle d'un haut responsable du Hamas dans la bande de Gaza qui affirme que la crise de l'électricité ne devrait pas se transformer en une confrontation militaire avec Israël. Nous, au Hamas, nous ne voulons pas provoquer de conflit, a dit ce haut fonctionnaire, Halil Yihya, qui a également évoqué les négociations entre les responsables entre les responsables du mouvement terroriste et les dirigeants égyptiens la semaine dernière au Caire. Selon le Haaretz, qui reprend ce matin le Wall Street Journal, l'État d'Israël aurait versé des fonds de soutien aux rebelles syriens anti-Assad. Il ne s'agit pas d'immenses sommes, puisque selon un témoignage, l'État hébreu aurait versé chaque mois à ces rebelles laïcs la somme de $5 000. Cela peut paraître très peu même. Cet argent aurait permis d'acheter des munitions pour les rebelles syriens, et le porte-parole de ces rebelles avoue que cette aide israélienne, sans cette aide israélienne, il n'aurait pas pu tenir le coup. Ce matin, sur Reshet Bet, la chaîne de radio israélienne d'information, on a un peu mieux compris. Il s'agit d'une aide économique de $5 000 apparemment, mais également d'une aide militaire et d'une aide médicale, puisque c'est dans ce cadre que l'État d'Israël soigne les blessés syriens, qui sont soignés, vous le savez, dans un hôpital de campagne de l'autre côté, du côté israélien de la frontière israélo-syrienne. L'objectif stratégique d'Israël dans ce contexte est de permettre à ces rebelles de se déployer le long de la frontière israélo-syrienne et de servir de zone tampon entre les forces syriennes pro-Assad ou même les forces de Daesh et le territoire israélien. Israël est à nos côtés de manière héroïque, a affirmé ce porte-parole des rebelles syriens, un groupe intitulé les Chevaliers du Golan, qui s'appelle lui-même Marzan El Goulani. C'est le nom de ce porte-parole. Le Haaretz consacre sa manchette ce matin aux législatives en France, et pour Dov Alphon, le correspondant du journal à Paris, le résultat de ces législatives semble convenir à tout le monde. Les Français ont donné, comme on s'y attendait, carte blanche à Emmanuel Macron et à son parti En Marche pour gouverner, mais le raz-de-marée est moins solide que l'on ne s'y attendait. Les Républicains parviennent à limiter les dégâts, tandis que les socialistes s'effritent et que le Front National retourne dans la marginalité, dixit Dov Alphon. Et dans le cadre de ce second tour des législatives, les sites français de ce matin citent le député sortant de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Meir Habib, qui a été réélu assez largement sur sa rivale Florence Drori de La République En Marche. Meir Habib a obtenu 87% des suffrages en Israël, où le taux de participation a doublé par rapport au premier tour, sur près de 8000 suffrages exprimés. Meir Habib en a obtenu plus de 7000, ce qui lui a accordé une confortable avance que Florence Drori n'a pas pu remonter. Le Yediot Aharonot se préoccupe ce matin du sort d'Ehud Olmert, l'ancien Premier ministre, qui demandait hier une réduction de peine à la commission pénitentiaire et qui, paraît-il, les larmes aux yeux, a supplié cette commission de lui accorder cette réduction d'un tiers de sa peine de prison. L'ex-Premier ministre a déploré que l'on ait fait de lui, et je cite, un traître autour de cette affaire du document secret qu'il avait introduit apparemment illégalement dans sa cellule dans le cadre de l'autobiographie qu'il est en train de rédiger dans sa cellule, dans la prison où il purge sa peine. Ses avocats ont rejeté les accusations du parquet à ce sujet, un parquet qui est dans le collimateur du Yediot Aharonot, et on pourrait même dire le Yediot qui est dans le collimateur du parquet, puisque après les perquisitions du siège des éditions du Yediot Aharonot par le parquet et la police pour vérifier s'il n'y avait pas d'autres documents top secrets de ce type, donc aux éditions du Yediot Aharonot, le Yediot qui s'est insurgé contre le traitement dont fait l'objet Ehud Olmert et qui tente de découvrir qui a donné l'ordre de perquisitionner dans ses bureaux. Avec 2 semaines de retard, Noar Kliger, notre ami Noar Kliger, revient dans la page éditoriale du Yediot Aharonot de ce matin sur une anecdote se rapportant à la guerre des 6 jours à l'occasion du jubilé de la victoire israélienne. Une anecdote qui le concerne directement. Le jour de la réunification de Jérusalem, le 7 juin 1967, raconte Noar Kliger, j'étais à El Arish avec le trio de comiques du Gachash Achiver qui donnait un spectacle aux troupes israéliennes pendant un court instant de
répit. Alors que nous nous préparions au spectacle, nous avons appris la conquête de la vieille ville et la libération du Kotel. Nous avons eu tous ensemble la chair de poule. Tous les soldats présents se sont congratulés, beaucoup pleuré. Simcha Holtzberg, une personnalité en Israël qu'il fallait connaître, il est aujourd'hui décédé, qui avait décidé de consacrer sa vie aux soldats blessés, est arrivé avec des bouteilles de vodka et du chocolat. Et c'est ainsi que nous avons trinqué à la libération de Jérusalem, à El Arish. Et à chaque fois que je me souviens de ce jour du 7 juin 1967, les larmes me montent aux yeux, écrit Noach Kliger, qui a aujourd'hui plus de 92 ans et qui est le doyen des journalistes du Yediot Aharonot. Noach Kliger, nous le connaissons bien, Marc, qui est rescapé d'Auschwitz et qui a été membre de l'équipage de l'Exodus. Et puis pour terminer, le Ynet nous relate ce matin la tournée exceptionnelle de la chorale de la grande synagogue de Jérusalem, dirigée par le maestro Eli Yafé, en France et en Allemagne, avec comme point d'orgue, on pourrait dire au sens propre et au sens figuré, un concert donné en la grande synagogue de la Victoire à Paris. L'objectif de cette tournée, célébrer, là encore, le jubilé de la réunification de Jérusalem. Le reportage filmé du Ynet nous présente Jacques Canet, le président de la grande synagogue de la Victoire, qui rappelle que l'État juif de Théodore Herzl est né à Paris avec le procès d'Alfred Dreyfus. Le site Ynet souligne que les membres de la chorale ont particulièrement ému les Juifs de France et d'Allemagne par leurs interprétations. Voilà, c'est ce que et donc vous pouvez écouter cette chorale un Shabbat sur deux dans la grande synagogue de Jérusalem. Voilà, sous la conduite du maestro Eli Yafé, que beaucoup de membres de la communauté juive en France et de la communauté francophone d'Israël connaissent particulièrement bien, puisqu'il est marié à une francophone. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.